votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Ce 21 juin, la musique fêtée un peu partout dans le monde dans cette édition. Une fois n'est pas coutume, nous vous invitons à découvrir la musique des forces armées à travers une académie basée au camp tropical de Thiès. Quelques jours seulement après la tournée du chef de l'État dans le Nord, les producteurs d'oignons ruent dans les brancards. Face à la presse, ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme étant un mépris du président Faye à leur égard. Par ailleurs, ils requièrent l'effacement de leur dette estimée à 9 milliards de francs CFA. Hors de chez nous, découverte d'un compatriote spécialiste dans la fabrication de yachts. Établi sur l'île de Sardaigne en Italie, Amara Djemé est passé maître dans la construction des bateaux de luxe et emploie sur place de nombreux émigrés sénégalais. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je veux l'annoncer donc tout de suite en titre. Ce 21 juin, la musique est à l'honneur un peu partout dans le monde. Le Sénégal célèbre ses multiples mélodies. Parmi elles, une harmonie moins connue, mais tout aussi symbolique, qu'il s'agit de la musique des forces armées. En cette journée internationale de la musique, la division de la communication de la police nationale nous plonge au cœur de la mélodie principale de la police. Elle revient la division de la communication sur la présentation et les missions de cette prestigieuse formation basée au camp tropical de Thiès. Le reportage est signé Fatima Touré. C'est une musique moins connue, mais symbolique, souvent jouée lors des cérémonies officielles ou institutionnelles. La musique principale des forces armées allie rigueur militaire et richesse culturelle. En cette journée internationale dédiée à la musique, la division de la communication des relations publiques de la police nationale nous fait découvrir cette musique en faisant focus sur ses missions. Quand on parle de musique, c'est l'entité qui préserve aujourd'hui le cérémonial. Donc c'est les gardiens de ce cérémonial. Donc en dehors de ces caractères, la musique elle est chargée d'animer tout ce qui est manifestation, tout ce qui est événement d'ordre institutionnel, d'ordre interne, d'ordre externe. Quand je parle d'ordre interne, c'est par rapport aux cérémonies de la corporation, les sorties de promotion. Il y a aussi l'animation du défilé du 4 avril. Il y a aussi les interventions et les demandes qui sont faites par nos autres corporations, comme la gendarmerie et l'armée. La musique, elle agit aussi au niveau culturel, au niveau religieux. Une formation musicale qui obéit à une organisation rigoureuse. Dans cette formation, il y a deux entités. Il y a la batterie, il y a aussi l'harmonie. Donc la batterie et l'harmonie sont composées en général de 11 pupitres. 11 pupitres. Il y a les clairons, il y a les cymbales, il y a la grosse caisse, il y a les tambours, il y a les trombones, il y a les trompettes, les clarinettes, les saxophones alto, il y a les saxophones ténors, il y a aussi les basses. Pour pouvoir bénéficier des services de la musique principale des forces armées, il y a des procédures à respecter. Il faut que l'autorité soit avisée, l'autorité compétente. Donc il y a trois options. Il y a la procédure interne, il y a la procédure d'urgence et il y a aussi la procédure normale. Donc faire une demande de mise à disposition de la musique transmise au directeur du GMI ou bien au directeur de la police nationale ou bien au ministre de l'Intérieur. Pilier discret de l'identité nationale, la musique des forces armées reste un instrument de cohésion, de mémoire et de souveraineté. La visite du président de la République à Saint-Louis fait grincer des dents les producteurs d'oignons et une partie des producteurs de riz sont très remontés contre le chef de l'État qui a zappé ses acteurs clés lors de sa visite. Ils ont tenu un point de presse pour dénoncer cette démarche pour ces producteurs. C'est la première fois qu'ils sont snobés lors d'une tournée agricole. Ils demandent l'effacement par ailleurs de la dette de 9 milliards de francs CFA. Ousseynou Diop et Habib Seck pour les détails.
producteurs d'oignons et de riz du département de Dagana étaient face à la presse après la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ils ont salué cette première visite dans le nord du pays et fustigent le format adopté par le président de la République qui a zappé plusieurs producteurs d'oignons et de riz. Seulement, ce que nous fustigeons, l'organisation de cette tournée n'a pas impliqué ces producteurs-là. Et ça, nous le considérons simplement comme un simple oubli, mais pas un mépris envers ces producteurs-là. Donc, de ce point, c'est une compréhension de notre part, mais cela nous permet aussi de dire à Monsieur le Président de la République, nous avons vu l'ensemble des efforts et l'initiative. Ces producteurs du département de Dagana ont également mis sur la table la question de la dette. Elle est estimée à plus de 9 milliards de francs CFA. L'État sénégalais connaît bien les difficultés du secteur, avec surtout le phénomène des oiseaux granivores et les inondations. C'est pourquoi, depuis le 6 janvier dernier, nous avions déposé un dossier sur la table du ministre de l'Agriculture. Nous demandons au président et au Premier ministre une indemnisation pour soutenir les producteurs. Le département de Dagana est le premier grenier du pays. Ces producteurs ont déjà rédigé un mémorandum qu'ils comptent déposer dans les prochains jours. Face aux tensions récurrentes notées entre agriculteurs et éleveurs, le sous-préfet de l'arrondissement de Keur-Momar-Sarr exhorte les responsables des coopératives productives solidaires à renforcer leur collaboration. Il estime que ces structures peuvent jouer un rôle déterminant dans la prévention, mais aussi la gestion des conflits entre ces différents acteurs. Pour Ousmane Ngom, une synergie d'action entre coopératives productives solidaires, éleveurs et agriculteurs est essentielle pour instaurer un climat de paix et de stabilité. Le voici au micro de Tchernoval. Nous allons vers l'hivernage. C'est un moment où il y a beaucoup de problèmes de divagation entre l'agriculteur et éleveurs. Des structures comme les coopératives solidaires, des agriculteurs comme des éleveurs peuvent jouer un grand rôle pour pacifier donc les relations entre agriculteurs et éleveurs. Et ça, en cela, nous leur appelons, nous lançons un appel pour que, dorénavant, que ces deux structures-là se donnent la main et travaillent en étroite collaboration avec les autorités et les chefs de village pour vraiment amoindrir le problème des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Donc c'est en cela que je demande, ici, au sortir de cette réunion, que chacun soit un vecteur d'information, un vecteur de sensibilisation au niveau de son village. Demander aux délégués qui ont été mandatés ici, une fois dans leur village, de réunir les membres de leur village et de leur porter l'information qu'ils ont reçue ici. C'est cela qui permettra au bureau de faire un travail vraiment qui est attendu de lui. À la une de l'actualité, cette mobilisation record des habitants de Simal, c'est dans le département de Fatick. Les populations se sont mobilisées pour dire non à l'enclavement de leur village. Le port de Simal, situé dans la commune de Fimela, est délabré. La situation s'empire de jour en jour. Ces usagers ne peuvent plus se déplacer à leur guise. Ils ont donc marché pacifiquement pour alerter les autorités. Le point avec Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Les messages forts inscrits sur les pancartes renseignent sur la grande souffrance des habitants de Simal, une presqu'île de la commune de Fimela. Construit en 2004 par World Vision, le pont de Simal est impraticable depuis près d'une décennie. Agriculteurs, pêcheurs, élèves et autres usagers crient leur détresse. C'est avec un profond sentiment de détresse que nous nous sommes levés comme un seul homme. Comme vous le savez tous, Simal, notre cher village, est naturellement enclavé parce qu'il est une presqu'île. Ce pont-là, bien que d'apparence modeste, est le cordon ombilical qui nous relie au lycée de Fimela. Ce pont-là est le cordon ombilical qui nous relie à la mairie de Fimela, à la gare routière de Fimela, au marché et j'en passe. Ici à Simal, quand tu as un malade qui doit être évacué d'urgence, tu fais la croix et la bannière pour que ton malade puisse sortir de ce village-là. Et ça fait mal. Les conséquences du mauvais état du pont de Simal touchent aussi les autres habitants de la commune de Fimela. L'État n'a jamais rien fait pour le désenclavement de Simal, ce qui est extrêmement grave. Pour ce que représente Simal, c'est des grands pêcheurs, il y a du bon poisson qui sort d'ici, c'est des grands agriculteurs. Il y a des crevettes, il y a du tout ici. Alors, imaginez-vous avec ce produit rare,
les gens pêchent et ont des difficultés pour sortir. Pire, l'enclavement fait qu'en période d'hivernage, pendant 6 mois, Simal est exclu du reste du Sénégal. Ces 9 derniers mois, la situation a empiré. L'ancien sous-préfet de Fimela, conscient du danger que présente le pont en ruine, avait pris la décision de le fermer à la circulation. Les habitants vaquent difficilement à leurs occupations depuis lors. Ça fait que Simal est comme isolé du reste du pays. Et maintenant, ça fait 9 mois. Ici à Simal, quand tu as tes produits, tu peines à les écouler. La preuve, durant les dernières récoltes, nos paysans avaient d'énormes difficultés pour évacuer leurs récoltes. Les autorités étatiques, en particulier le ministre des Infrastructures et des Transports, sont interpellés. La construction d'un pont moderne à Simal devient une urgence. Chères autorités étatiques, il est temps que vous fassiez de la réhabilitation urgente de ce pont une priorité. Il est temps que vous nous donniez un calendrier clair pour la construction d'un pont. Les habitants de Simal et des villages environnants se sont mobilisés de façon massive pour crier leur ras-le-bol. Adultes et jeunes ont marché sur des kilomètres pour remettre un mémorandum au sous-préfet de Fimela. Les universités du XXIe siècle ne peuvent plus se contenter de transmettre des connaissances théoriques. Elles doivent aussi former des citoyens responsables capables de créer leur propre emploi. Ces propos sont du ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr Abdourahmane Diouf, s'exprimer ainsi lors du premier forum des métiers de l'emploi et de l'entrepreneuriat à Kaolack. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ousmane Dem. Le défi de l'employabilité des diplômés, en particulier des jeunes, est au cœur des préoccupations du gouvernement actuel du Sénégal. Dans un contexte de mutation économique et technologique rapide, nos universités doivent être des moteurs d'innovation, de création d'emplois et de transformation structurelle de notre économie. L'enseignement supérieur est aujourd'hui résolument engagé, orienté vers l'insertion des jeunes avec l'élargissement des offres de formation professionnalisante, l'implantation d'incubateurs d'entreprises au sein des universités pour appuyer les étudiants porteurs de projets d'entreprise. Les universités du XXIe siècle ne peuvent plus se contenter de transmettre des connaissances théoriques. Elles doivent aussi former des citoyens créatifs, responsables, capables d'innover et de créer leur propre emploi, notamment à travers l'entrepreneuriat. C'est dans ce sens que le MESRI a engagé plusieurs réformes majeures, parmi lesquelles le renforcement de l'adéquation formation-emploi par la reformulation des curricula en lien avec les besoins territoriaux et les chaînes de valeur prioritaires, notamment le numérique, le développement de l'entrepreneuriat étudiant, comme c'est le cas aujourd'hui avec des dispositifs d'accompagnement, d'incubation et de financement, l'USEN, par sa vocation agricole et territoriale, et l'UNCHK, par son ancrage dans le numérique, sont appelés à jouer un rôle fondamental dans cette dynamique. C'est pourquoi le MESRI encourage et soutient les initiatives comme ce forum qui favorisent la mise en relation des étudiants et jeunes diplômés avec les opportunités d'emploi, les réseaux d'entrepreneurs et les dispositifs. Le premier salon international des équipementiers auto s'est ouvert à Dakar. L'objectif, outiller les artisans pour mieux faire face aux nouveaux types de véhicules. Les mécaniciens saluent l'initiative et plaident pour l'acquisition de fonciers afin de mettre en place des garages modernes. Et pour cela, ils sollicitent naturellement l'appui des autorités. Nous écoutons tout de suite Bambagnan. Il est président de l'Union nationale des professionnels de l'automobile du Sénégal, ainsi que Moustapha Momodou Bahayoko, mécanicien et deuxième vice-président de la Chambre des métiers. Il s'exprime tour à tour dans ce reportage signé Al-Hassan Ba. On a organisé cette journée de porte ouverte pour aller au contact des artisans garagistes. Le Sénégal compte un tissu important de professionnels. On demande de formation, on demande de solutions qui ont besoin d'être accompagnés pour faire face aux nouveaux types de véhicules et monter en puissance dans leur activité. Notre but avec Autospé, c'est apporter tout cet accompagnement en installant une enseigne, en installant donc des réseaux de réparation et en apportant toutes les formations, tous les outils, la digitalisation, qui va permettre petit à petit à ces artisans de monter en puissance et de faire face aux défis de demain sur des automobiles de plus en plus modernes.
Les attentes que nous avons au travers du déploiement d'Autospé, c'est être capable d'intervenir sur tout type de véhicule, parce que Autospé, c'est pas seulement des espaces de réparation, c'est également des centres de formation où on va pouvoir, ici sur place, prendre nos jeunes à l'école, les former, leur permettre de faire des stages dans le centre et demain en faire des professionnels capables d'intervenir sur tout type de véhicule. Donc nos attentes, clairement, c'est de voir le tissu d'artisans réparateurs sénégalais se professionnaliser, se structurer. C'est une première au Sénégal, un compte bancaire sans frais d'ouverture ni frais de tenue de compte. La FBN Bank a lancé hier son nouveau produit baptisé First Japandi, conçu pour favoriser l'inclusion financière, un compte accessible à tous, notamment aux étudiants, commerçants, entrepreneurs ou encore aux personnes non bancarisées. Une innovation qui pourrait bien changer les règles du jeu dans le secteur bancaire. Biramdour. C'est une grande révolution qui vient bousculer le paysage bancaire sénégalais. Avec le lancement officiel du compte First Japandi, FBN Bank introduit un produit inédit, un compte sans frais d'ouverture et surtout sans frais de tenue de compte, une première dans le secteur. Destiné aux particuliers, étudiants, commerçants, jeunes actifs et entrepreneurs du secteur informel, ce compte rend enfin la banque accessible à tous, sans conditions, sans barrières. First Japandi est innovant dans le sens où c'est la première fois qu'une institution financière, une banque plutôt, décide d'abandonner ses frais de tenue de compte sur les comptes courants dans le but de renforcer l'inclusion financière. Alors nous l'avons fait pour inclure toutes les couches sociales, pour que tout le monde puisse être traité de la même façon, puisse disposer d'un compte bancaire, dans le but de renforcer également la digitalisation de nos opérations financières. Le produit vise tout le monde, les étudiants, les fonctionnaires, les particuliers en général, les petites et moyennes entreprises. Simple, pratique et entièrement gratuit, First Japandi offre à chaque client des services essentiels, alerte SMS, accès FBN mobile et outils digitaux pour gérer les finances en toute sécurité. First Japandi, ça nous permettra de payer les salaires le plus rapidement possible et la proximité aussi de cette banque nous aidera encore plus parce que comme vous le savez dans la confection, on a une population qui est très jeune et leur niveau d'études aussi n'est pas si développé que ça. Donc c'est quelque chose qui nous a vraiment séduit et personnellement aussi ça m'a même inspiré à le présenter à d'autres confections qui vont s'installer, Inch'Allah, dans le futur. En lançant ce produit, FBN Bank confirme sa volonté d'agir pour une croissance inclusive. Présente au Sénégal depuis 2016, la filiale du groupe First Bank of Nigeria, l'un des plus anciens groupes bancaires d'Afrique, s'engage aux côtés des populations, en particulier les jeunes, les femmes et les entrepreneurs. Et nous sommes partenaires depuis plusieurs années déjà. Et nous venons de concrétiser encore plus ce partenaire, monsieur le DG, donc avec la signature d'une convention, et une convention qui offre énormément, vraiment énormément d'avantages à l'école supérieure polytechnique, à toutes ses composantes, notamment aux étudiants, avec la nouvelle application qui vient d'être lancée aujourd'hui et qui offre beaucoup d'avantages, comme je le disais tantôt, à nos étudiants. Notamment des comptes qui seront tenus sans paiement de frais. Et je pense que cette idée sera, j'en suis très certaine d'ailleurs, accueillie très très heureusement par nos étudiants. Avec First Japandi, FBN Bank fait bien plus que proposer un compte gratuit. Elle pose un geste fort, celui d'une banque qui s'ouvre à tous. Une innovation porteuse d'avenir conçue pour rapprocher chaque citoyen du système financier. 4 Sénégalais sur 5 ne disposent pas de compte bancaire, ce qui correspond à un taux de bancarisation de 22%. Vous conviendrez avec moi que c'est un taux qui est extrêmement faible. Donc il y a encore des efforts à faire de la part du secteur bancaire afin de faciliter l'inclusion financière. C'est dans cette optique que nous avons décidé d'annuler les frais de tenue de compte qui sont identifiés comme un obstacle à l'intégration d'une certaine couche de la population dans les services financiers.
Hors de chez nous, je veux l'annoncer en titre, un émigré sénégalais qui fabrique des bateaux de luxe. Il s'agit de Amara Diamé, que vous voyez sur ces images. Il a créé l'entreprise Sénégal Yacht à Olbia, c'est dans les îles de Sardaigne. Et grâce à lui, aujourd'hui, de nombreux Sénégalais de la localité ont abandonné la vente à la sauvette. Il recrute et forme des jeunes pour construire des bateaux qui coûtent des milliards. Au-delà des Sénégalais, l'homme emploie également plusieurs jeunes de nationalités différentes et nous reviendrons sur ce reportage certainement lors de nos prochaines éditions. Le forum Chine-Sénégal s'ouvre ce dimanche à Hangzhou, en Chine. La délégation du Sénégal est conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui se rendra ensuite à Tianjin pour assister au Davos d'été. En prélude à tout ce programme, le Premier ministre a reçu une communauté d'acteurs économiques sénégalais en provenance de Dakar, mais également ceux établis en Chine. Et l'envoyé spécial à Hangzhou, c'est Abdoulaye Sissé. Nous sommes ici dans la ville de Hangzhou, puisqu'il faut bien le prononcer aussi. C'est dans ce complexe hôtelier que le Premier ministre Ousmane Sonko va recevoir la communauté sénégalaise, constituée d'entrepreneurs et d'industriels venus du Sénégal, mais qui vont trouver ici des compatriotes sénégalais installés en Chine et qui sont aussi entrepreneurs, qui sont même des industriels. Et cette rencontre entre Sénégalais est en prélude au forum Chine-Sénégal qui se tient dans cette même ville de Hangzhou. Mais il faut dire que le Premier ministre Ousmane Sonko est en Chine pour participer aussi à ce qu'on appelle le Davos d'été, qui a pour thème cette année l'entrepreneuriat dans la nouvelle ère. Il s'agira certainement de présenter les potentialités du Sénégal pour un partenariat multilatéral. C'est une particularité de l'immigration sénégalaise en Chine. Nos compatriotes établis ici sont essentiellement des acteurs économiques. Et à ce titre, certainement pas du temps à perdre et tout le monde est à l'heure. Quand le Premier ministre s'installe, pas de doléances, mais ce secteur privé, surtout sénégalais en Chine, a exprimé son intention de participer à l'œuvre de construction nationale. Des préoccupations qui rejoignent le postulat de base du gouvernement pour s'appuyer sur un secteur privé fort pour amorcer le développement du Sénégal. Le secteur privé du Sénégal a accompagné le Premier ministre, mais le secteur privé sénégalais en Chine était aussi là et d'ores et déjà conquis. Sans une bourgeoisie industrielle forte, je n'en connais pas. Cette rencontre n'était qu'un prélude au forum Chine-Sénégal de ce dimanche et beaucoup de conventions et de partenariats seront présentées et signées. Allez, nous parlons sport à présent. En vacances dans la région de Ziguinchor, l'international sénégalais Lamine Camara s'est rendu dans sa commune natale du Loulou. Il en a profité pour voler au secours de l'hôpital de la localité, un hôpital qui souffre d'un manque de consommables, rendant ainsi difficile la bonne prise en charge des malades sur place. Nous écoutons Lamine Camara au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Que j'ai fait, parce que c'est mon village, c'est ici que je suis né. Il y a mes parents, il y a mes amis, il y a mes petits frères. Et voilà. Il y a longtemps, je me suis soigné dans cet hôpital. Et aujourd'hui, c'est moi, je fais des dons, les gens viennent se soigner ici. Voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà, c'est de l'aide. Et voilà, je ne compte pas rester sur ça. Je compte faire beaucoup de choses pour la commune de Djouloulou. Et voilà, maintenant, c'est le début. Pour le matériel, les équipements, on voit que Djouloulou, c'est un village qui a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent réussir dans le foot. Voilà, on a décidé de les aider, mais pas que dans le foot. On rappelle qu'il y a les études aussi. Parce que voilà, on constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent réussir sur le foot, mais ils veulent arrêter les études. Nous, c'est notre devoir aujourd'hui de leur donner des conseils.
voilà, de leur dire que les études aussi sont importantes, même si on va les aider aussi maintenant on a décidé d'amener des matériels, des équipements et tout pour les encourager, et aussi de donner des conseils pour se concentrer dans les études aussi. Et nous quittons le sud pour un retour à la capitale pour parler de la réhabilitation de l'amphithéâtre 3 de la faculté des sciences juridiques et politiques, une faculté endommagée lors des manifestations et qui figure désormais parmi les priorités, dont la reconstruction figure désormais parmi les priorités des anciens de la promotion 99. Ces anciens ont marqué leur engagement ce samedi par une randonnée symbolique au départ de leur ancienne faculté. Un retour aux sources, mais surtout un acte de reconnaissance et de soutien à la nouvelle génération d'étudiants. Les détails, c'est avec Biram Dour et Djili Djemé. Ce matin, ils étaient de retour là où tout a commencé, devant les grilles de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les anciens de la promotion 99 ont lancé une randonnée symbolique. 25 ans après leur passage sur les bancs de cette faculté, ils marchent encore, guidés par une même conviction, mettre leur réussite au service de la citoyenneté. Nous avons organisé ce matin une randonnée pédestre en partenariat avec la fondation UCAD et les autres promos de la faculté de droit, avec l'objectif de réunir tous les étudiants, anciens étudiants et étudiants actuels de la faculté. Et de façon plus générale, nous cherchons à rassembler tous les alumni de l'université, voilà, pour créer une dynamique à mettre au service de l'université Cheikh Anta Diop. Là du geste, c'est un engagement qui se poursuit. Déjà actifs aux côtés des jeunes diplômés, ils ont annoncé un nouveau projet, réhabiliter l'amphithéâtre 3, endommagé lors des dernières manifestations. Une initiative qu'ils comptent concrétiser pour rendre à leur faculté ce qu'elle leur a transmis. Il y a des actions qui ont été déjà menées, il y a d'autres qui sont en projet. Le projet phare qui est en phase de finalisation, c'est la rénovation de l'Amphi 3 qui demande d'énormes moyens. Donc on a déjà rédigé le projet et tout. Maintenant, il va falloir chercher des mécènes qui vont nous accompagner dans cela. Et nous invitons toutes les autres facultés, toutes les autres promos du moins, à nous rejoindre dans cette dynamique-là. Parce que je crois que ce sera pour le bien de nos jeunes frères, de nos jeunes enfants aujourd'hui qui sont là et à qui on veut offrir cette possibilité, cette chance-là d'avoir de meilleures conditions d'études, de meilleures conditions de travail. À leur côté, d'autres promotions ont aussi répondu à l'appel, renforçant cet élan de solidarité. Car plus qu'une simple randonnée, c'est un message fort qu'ils adressent, celui d'une génération reconnaissante, engagée et déterminée à investir dans l'avenir de la formation juridique au Sénégal. Bon, notre présence se justifie par l'invitation de la promotion 99 qui a déjà eu à prendre plusieurs initiatives, dont l'organisation d'un tournoi de football. Et aujourd'hui, c'était l'organisation d'une randonnée. Donc j'ai répondu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, sachant que c'est une initiative qui nous permet de faire des retrouvailles, d'échanger avec des visages que nous avons plus repus depuis plus d'une vingtaine d'années. Et pouvoir par la même occasion voir comment nous pouvons aussi contribuer à améliorer la pédagogie au niveau de nos institutions et accompagner nos jeunes frères, jeunes sœurs ou même enfants maintenant à avoir de meilleures conditions d'études. Donc c'est un défi vraiment énorme que les alumni des sciences juridiques et politiques et de toute l'université UCAD doivent vraiment relever ensemble pour nous permettre de renforcer les liens que nous avons eus au niveau de l'institution, mais aussi pour rendre à la communauté ce que nous avons reçu aussi. 40 ans de Viet Voda au Sénégal, les pratiquants ont marqué l'événement par un grand passage de grade riche en démonstrations techniques, en ligne droite avec le calendrier, en droite ligne plutôt avec le calendrier national. Un événement symbolique mais aussi revendicatif. Ils interpellent les autorités pour la mise en place d'une fédération nationale officielle afin de mieux structurer la discipline et porter haut les couleurs du Sénégal à l'étranger. Cher Sadibou Diarra. C'est une journée qui a commencé donc très tôt
avec des passages de grade, donc du niveau premier cap jusqu'en troisième dan, ceinture noire troisième dan. Donc c'est une journée dont on est satisfait très sincèrement et que nous avons eu aussi donc à mesurer le niveau donc technique donc de nos pratiquants et véritablement on est satisfait. Techniquement on est très satisfait. Les pratiquants donc sont assez motivés et véritablement je pense que la Coupe du Monde à venir, nous allons remettre quand même donc sur la toile le drapeau donc du Sénégal donc à un très haut niveau. Les jurys, vous savez, nous sommes à la disposition donc du COUNOS pour pouvoir apporter notre concours, participer. Il paraît-il qu'ils vont nous inviter pour une belle démonstration. Tout ce qui concerne le Sénégal et qui pourrait rehausser donc notre nation à un plus haut niveau au niveau mondial, nous y sommes et nous sommes donc à leur entière disposition pour pouvoir apporter notre concours pour une belle réussite donc de ces Jeux. Et d'ailleurs, on nous sollicite pour organiser la Coupe du Monde de Bobinam Biedvodao donc en 2026, après juste les Jeux. Maintenant, ça c'est les autorités qui pourront en fait donc nous autoriser donc cela pour que nous puissions quand même réussir le drapeau du Sénégal de manière très respectueuse au niveau mondial. Retour à la musique ce 21 juin oblige. On a commencé ce journal avec la musique et on le clôture avec la musique à l'occasion de la fête dédiée à la musique. Certains airs résonnent plus fort que d'autres cette année. C'est une chanson oubliée ou presque qui fait un retour inattendu. Sortie en 91 en pleine campagne de lutte contre le VIH-Sida, la chanson de Kiné Lam refait surface sur les réseaux sociaux, reprise par une jeunesse qui en a fait un challenge viral entre nostalgie, transmission et message de prévention. Ce refrain, vieux de 34 ans, revit une nouvelle jeunesse, un élément signé Abdoulaye Diop. Regardez. C'est une chanson vieille de plus de 3 décennies qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Sur les réseaux sociaux et dans les rues, un extrait est partout. On le transforme en challenge viral, mais nombreux sont ceux qui l'ignorent encore. Cette chanson est signée Kiné Lam et elle ne date pas d'hier. C'est un titre que j'ai réalisé en 1991 dans le cadre d'une campagne de sensibilisation. Ça fait maintenant 34 ans et ce qui me touche, c'est que beaucoup de ceux qui font le challenge aujourd'hui n'étaient même pas encore nés. C'est une vraie fierté pour moi. Sortie en 1991 en pleine crise du VIH-Sida, la chanson dénonce les comportements à risque à travers des paroles symboliques. À l'époque, en 1991, il y avait beaucoup de cas de sida. C'est une maladie dangereuse. Il fallait absolument sensibiliser, surtout sur l'abstinence et les comportements à risque. Un message fort, déguisé en refrain léger, mais qui portait un véritable appel à la prévention et à la responsabilité. Kiné Lam salue ce phénomène et n'y voit que du positif. Elle aussi a repris les chansons de ses aînés, comme celle de Youssou N'Dour. Guy Sepen étant un expert en musique sénégalaise, il analyse la montée en flèche de cette chanson datant de plus de 3 décennies. Le contenu peut être orienté vers des autorités qui, au lieu de régler le problème des Sénégalais, font des tournées, soit après économiques ou bien voilà, d'autres formes qui ne sont pas réellement l'attente des Sénégalais. Pourquoi? Parce que les Sénégalais voilà, attendent beaucoup de ces autres. Je crois que c'est ça aussi la fonction de l'artiste, parce qu'une chanson peut avoir plusieurs
contre plusieurs destinations. Voilà. Mais les Sénégalais aujourd'hui, l'Internet a tellement évolué de sorte telle que alors chaque chanson peut être orientée vers une autre destination autre que celle pour laquelle elle a été créée. Entre nostalgie et modernité, la culture sénégalaise se réinvente et Kinelam, elle, continue de faire entendre sa voix, même 34 ans plus tard. Kinelam, une grande cantatrice de la musique sénégalaise ce soir lors de cette fête dédiée à la musique, hommage également à un virtuose de la musique, un virtuose de la guitare. Il s'agit de Jimi Mbaye Dogo, arraché à notre affection le 12 février dernier. Youssou N'Dour et le Super Étoile lui rendent hommage, un hommage qui sera présenté par Babacar Fall et que vous pourrez suivre bien entendu tout à l'heure à partir de 21h30 sur la télévision Futur Média. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon dimanche à toutes et à tous.